Bisous. Donc, bonjour à tous, bienvenue à cette conférence de Mensa Poitou-Charentes. Aujourd'hui, Ambre Grosjean, championne sportive de haut niveau, vient nous parler de la préparation mentale chez les sportifs de haut niveau, et c'est une conférence, enfin des conseils qu'on peut aussi appliquer au quotidien pour des gens comme nous qui sommes souvent mentalement très surchargés, on va dire. Voilà, donc je te laisse te présenter. Ambre, tu le feras mieux que moi, et je vous souhaite à Oui, tous une bonne conférence. donc bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Ambre Grosjean, je fais du tir au pistolet. Je suis en équipe de France depuis maintenant 6 ans. J'ai fait plusieurs médailles à l'international. Donc j'ai fait 3 ans de préparation mentale. J'ai donc fait une pause cette année. Et parce qu'avec le Covid, on avait moins de compétition, donc j'avais besoin un peu de faire une pause de tout ça. Et l'idée aujourd'hui, c'est que je vous présente un peu justement cette prépa mentale et comment l'appliquer au quotidien. Donc, à côté, j'ai un diplôme d'entraîneur qui me permet, on va dire, voilà, d'avoir un peu pratiqué et aussi d'enseigner. Donc, je vais essayer aujourd'hui de vous enseigner quelques bases qui pourront vous servir à tous dans votre quotidien pour essayer de rentrer dans ce qu'on appelle le lâcher-prise. Donc, je propose qu'on commence. Alors, j'ai partagé mon écran. Alors, est-ce que ça fonctionne pour vous? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Ah, C'est bon, Ambre, ouais. pardon. Voilà. Donc, aujourd'hui, donc, préparation mentale chez les sportifs de haut niveau, applicable au quotidien. Donc, l'idée de cette conférence, en fait, c'est pas de présenter, comme j'ai dit, donc la préparation mentale, ni même d'approfondir toutes les facettes. Donc, moi, je suis pas professionnelle, j'ai pas de formation là-dessus. Je ne parle que de mon vécu et donc je présenterai que mon vécu. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé donc de présenter la partie donc applicable au quotidien pour vous aider à atteindre vos objectifs et à se canaliser. Donc, pour atteindre en fait ces objectifs et réussir à se canaliser, il y a différentes étapes. Donc, c'est des clés pour progresser. La première, c'est savoir où on en est dans notre apprentissage. La deuxième étape, c'est savoir se challenger. Ensuite, c'est voir l'erreur positivement. Et ensuite, adopter le bon état d'esprit. Donc, sur la partie 1, savoir où on en est dans son apprentissage, donc c'est connaître en fait le chemin à parcourir pour arriver à l'objectif qu'on veut. Donc, il y a différents niveaux d'apprentissage. Donc, il y a le premier niveau qui est l'incompétence inconsciente. C'est par exemple, je ne sais pas comment gérer mon stress et je ne vois même pas que je suis stressée. Donc là, on est ce qu'on appelle incompétent. Pas dans le sens négatif, mais voilà, on ne se rend pas compte et on se rend même, enfin, on n'arrive pas à le gérer, on ne se rend pas compte qu'il est là. Le deuxième niveau d'apprentissage, c'est donc l'incompétence consciente. Donc là, c'est dans le sens où je sais, par exemple, que je ne sais pas gérer mon stress et je sais que j'ai des lacunes. Enfin, je ne sais. Si, c'est ça, je sais que je ne sais pas gérer mon stress et je sais qu'il y a des lacunes. Excusez-moi. En fait, je réalise et je suis conscient des compétences que je n'ai pas. Donc, la troisième étape, c'est la compétence consciente. Donc là, c'est par exemple pour gérer mon stress, j'ai des outils, j'ai des compétences, mais j'arrive pas facilement ou pas à tous les coups à les appliquer. Et donc ça, c'est ce qu'on va plutôt faire, par exemple, quand on commence la prépa mentale. On va réaliser des soucis qu'on a, on va avoir des outils en main, mais il va falloir réussir à les mettre en place. Et ensuite, le quatrième niveau, là, c'est vraiment la maîtrise de la gestion. Donc là, on est toujours sur l'exemple de la gestion du stress. Donc là, on arrive à la maîtrise de la gestion. Ça se fait automatiquement. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, quand je vais rencontrer une épreuve, automatiquement, je vais pouvoir appliquer mes outils sans m'en rendre compte pour aller mieux. Donc, à chaque fois, chaque chose que l'on souhaite maîtriser, que ça soit donc la gestion du stress, que ça soit réussir à rester concentré pendant 2 heures sur un exercice, que ça soit tout simplement réussir à faire le vide quand je pense trop, etc. C'est un des exercices qu'on veut. Donc, si on souhaite les maîtriser, il va falloir répéter en fait jusqu'à maîtriser l'étape 4. Et ensuite, donc une fois que c'est en compétence inconsciente, il faudra le répéter pour l'entretenir. Car on le sait, le cerveau, voilà, au fur et à mesure du temps, il peut perdre des bonnes habitudes ou prendre des mauvaises habitudes. Et donc l'idée, c'est tout le temps de le répéter, de le répéter. Et donc en résumé,
voilà, c'est vraiment répéter pour réussir à y arriver. Donc, l'étape 2, c'est savoir se challenger. Donc là, c'est sortir de sa zone de confort. Donc, quand je dis sortir de sa zone de confort, c'est pas non plus trop en sortir, parce que du coup, on va trop se mettre en zone d'inconfort et donc trop se mettre dans une situation mal à l'aise. Donc, il faut réussir en fait à jongler entre zone de confort et zone d'inconfort. Donc, la zone de confort, elle est neutre en anxiété, neutre en stress. C'est ce que je peux faire sans aide, quand je suis au repos, ce que je maîtrise, pardon, mes acquis, ce que je connais, etc. C'est un cercle donc vertueux car on est acteur de ce qu'on fait. Ensuite, la zone d'apprentissage, donc là, il y a une anxiété, mais c'est quand même limité, c'est un stress qui est limité. C'est ce que je peux faire avec de l'aide. Ça va être d'essayer de se challenger. C'est un apprentissage, un travail, une expérimentation. Et donc, ça va être ce que j'apprends. Et donc là, on va être dans l'agrandissement de la zone de confort, donc dans le progrès. Enfin, la zone de confort, c'est celle qui me met dans une situation de stress, d'anxiété. C'est ce que je ne peux pas faire, même si je suis aidée. C'est de la sursollicitation ou de la sous-sollicitation de son corps ou de soi-même. Et c'est ce que je ne maîtrise pas. Et donc, l'idée, en fait, ça va être vraiment de venir trouver un équilibre pour pouvoir apprendre et progresser tout en sortant de sa zone de confort, mais en même temps en revenant de temps en temps dans sa zone de confort. Et donc, pour ça, pour appliquer ça, il faut apprendre à voir l'erreur positivement. Donc, alors ça peut être, pour nous, nos sociétés occidentales, ça peut être voilà, très, on va dire, très nouveau de voir cette approche, puisque dans beaucoup de pays, surtout en France, l'échec est très mal vu. Pourtant, c'est ce qu'on va mettre en avant dans notre quotidien. Par exemple, si je prends l'exemple de l'école, on va entourer et surligner tout ce que l'élève a mal fait, au lieu de partir sur ce que l'élève a bien fait. Donc, on est plus dans des quotidiens où on met en avant l'échec, malgré que c'est quelque chose qui est vu comme mauvais. Et donc, cette peur de l'échec, en fait, va créer une peur de rater, peur de décevoir, de la frustration, de l'énervement, déception, instabilité, baisser les bras, en faire trop, etc. Donc, c'est vraiment des conséquences qui sont négatives. Pour arriver à accepter l'erreur, il va falloir passer par plusieurs étapes. Donc, pourquoi c'est important d'accepter l'erreur? Car l'erreur, ça permet d'avoir plus d'expérience. Et grâce au fait d'essayer et de se tromper, on sait ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Donc, ça va nous permettre d'avoir des pistes sur ce qu'il y a à travailler ou non. C'est aussi moins de pression, moins de stress et moins d'anxiété d'accepter l'erreur, car ça libère de la peur de rater, de décevoir et du regard des autres. En fait, il y a une image qui est très bien faite là-dessus, qui est un petit, comme un dessin animé, on va dire, qui a été créé sur une femme qui se retrouve à vivre avec un crocodile. Et en fait, le crocodile, il représente plusieurs choses. Il peut représenter la peur, il peut représenter la timidité, il peut représenter plein de traits de caractère qu'on n'aime pas, enfin voilà, qu'on n'aime pas ou qu'on aimerait se débarrasser. Et en fait, on se rend compte que plus elle essaye de le repousser, plus ce crocodile, il essaye de venir contre elle, justement, d'essayer, voilà, plus il a envie d'être avec elle. Et le jour où elle décide de l'accepter, eh bien là, en fait, du coup, il devient beaucoup plus calme et il va faire sa vie, etc., parce qu'il sait qu'elle ne le repoussera pas. Et donc, en fait, c'est ça qu'on essaye d'avoir. C'est vraiment accepter l'erreur et vivre avec l'erreur, vivre en complaisance, on va dire, avec ça. Donc, pour arriver à accepter l'erreur, il y a plusieurs étapes. Donc, la première, c'est tirer des leçons de ces échecs. Donc, ça va permettre d'avoir une expérience pour le futur. Et donc, c'est ce qu'on ne sait pas et ce qui va nous permettre de progresser. C'est ce que l'on va apprendre. Et après, donc ça fait le lien pareil avec les niveaux d'apprentissage. Donc, ça te permet de savoir si on est en compétence inconsciente, en compétence consciente, etc. Donc, également, il faut penser aussi à mettre en avant ses réussites. Donc, ça permet de valider ce qu'on fait et d'augmenter son niveau de confiance. Donc, si par exemple, je me dis, bon, ok, là, j'ai peut-être pas réussi ça, mais par contre, avant, j'ai réussi toutes les étapes, et ben, ça va permettre déjà, comme on a dit, de voir ce qu'on n'a pas réussi, de pouvoir se dire qu'on va progresser après. Et ça permet aussi donc de se dire, ok, j'ai peut-être pas réussi ça, mais par contre, tout le reste, j'ai réussi. Donc, j'ai quand même pas beaucoup à travailler et je suis quand même douée sur beaucoup de choses. Donc, pour en finir avec cette image négative de l'erreur, on appellera désormais donc l'erreur piste ou axe de travail. Donc, c'est d'ailleurs exactement ce qu'elle représente.
C'est pas une erreur que de ne pas savoir faire quelque chose, c'est juste quelque chose qu'on a à améliorer. Donc ensuite, comme je disais, donc il y a adopter le bon état d'esprit. Donc adopter le bon positionnement, c'est face à l'autre ou à l'événement. Donc en fait, ça va être, nous, on va se positionner. Donc si par exemple, moi, je me positionne comme gagnant, je me surestime, et que je positionne l'autre ou l'événement comme perdant, et je sous-estime l'autre ou l'événement, les conséquences, ça va être que je vais me dire, bah, c'est trop facile, et je vais me démobiliser, je vais perdre mon engagement et perdre ma motivation. Par exemple, si je prends un exemple dans la vie réelle, donc si je suis très douée au foot, que je sais que l'autre va être très mauvais au foot, je vais pas mettre toute ma volonté dedans. En fait, je vais laisser faire. C'est l'histoire en fait du lièvre et de la tortue. Hein, là, en l'expliquant, je me rends compte. Mais c'est vraiment l'histoire de la fable du lièvre et de la tortue. Ensuite, il y a aussi la position où moi, je me positionne comme perdant, je me sous-estime. Et au contraire, je surestime l'autre ou l'événement et je le mets comme en tant que gagnant. Donc là, c'est les conséquences qui vont arriver. Ça va être que je vais me dire que c'est impossible. Je vais aussi avoir une démobilisation et engagement et motivation faible. Puisque je vais me dire que voilà, ça va être trop difficile, je ne vais pas essayer d'y arriver. C'est par exemple, je me retrouve devant une falaise à escalader de mes 2 mètres, ce qui est possible si j'essaye de m'y mettre. Mais si tout de suite je pars dans je suis nulle et de toute façon c'est trop dur, j'y arriverai pas et j'essayerai pas de faire mon maximum. Une autre position qu'on peut prendre, c'est la position perdant, je me sous-estime, et perdant, je sous-estime l'autre. Là, ça va être carrément, je vais pas avoir envie en fait d'y aller. Je vais dire c'est nul. Démobilisation, pareil, engagement et motivation faible. C'est par exemple, je ne sais pas jouer au tennis, l'autre ne sait pas jouer au tennis, bah, ça ne sert à rien qu'on essaye, puisque il ne va pas y avoir d'intérêt. Or, c'est comme ça en fait qu'on va réussir à progresser. Donc l'idée, c'est vraiment de trouver le bon positionnement. Et le bon positionnement, c'est de se positionner comme gagnant, d'avoir de l'estime de soi, donc je m'estime. Pour ça, donc pour s'estimer, il y a plein d'exercices qui peuvent être faits, comme par exemple, tous les jours, je note des choses que j'ai réussi à accomplir, des choses que j'ai réussi à apprendre, des choses que j'ai bien faites, etc. Et le fait de l'écrire, ça va faire monter sa confiance en soi. Donc ça peut être très intéressant comme exercice, surtout, enfin, je sais pas pour vous, mais souvent les HPI doutent beaucoup, etc. Donc le fait de noter tout ce qu'on fait de bien, ça permet voilà, de se remettre en confiance et de se dire, voilà, il y a beaucoup de choses que j'arrive, il faut que je reste là-dessus. Et de positionner aussi l'autre comme gagnant, d'estimer l'autre ou l'événement. Donc grâce à ça, on va se dire, ok, je peux y arriver. Et en plus, l'autre, il va m'aider à y arriver, puisque lui aussi, il est doué et lui aussi, il est bon. Ou l'autre, ou l'événement, hein, c'est ce que je disais. Et grâce à ça, on va se retrouver, donc on va se mobiliser, on va avoir de l'engagement et des motivations qui sont élevées. Donc, quelle que soit la situation ou la personne, il sera beaucoup plus efficace donc d'être en position gagnant-gagnant que les autres gagnant-perdant, perdant-gagnant, perdant-perdant. En fait, donc voir tous les adversaires et défis comme plus intéressants on donnera toujours le meilleur de soi et on y croira plus. Et c'est comme ça qu'on pourra progresser. Donc grâce à ça, grâce à toute cette technique, on va avoir une recherche constante du progrès, on va réussir à améliorer ses compétences, j'ai une faute de frappe, on va oser, on va comprendre l'importance de se reposer et on va éviter de se mettre inutilement en difficulté. Donc il faut toujours voir l'échec comme une piste de progrès et rester mobilisé et engagé et motivé, quelle que soit l'importance de l'événement et ou de l'adversaire. Donc déjà là, donc si je reviens en arrière, on est voilà, sur les étapes pour pouvoir progresser sur comment déjà on se voit et comment on aborde les choses. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important en préparation mentale, si on va dire la base, pour déjà réussir à soi s'estimer et à contrôler et à se contrôler et tout ce qu'on pense. Donc est-ce que déjà il y a des questions sur cette partie-là? Pas de questions apparemment, en tout cas dans le chat. Ok, n'hésitez pas hein, si vous avez besoin de revoir une partie. Donc là, je les remets. S'il y en a une qui vous pose, voilà, vous avez un questionnement. Oui. C'est bon. C'était pour dire que ça paraît clair, donc tout va bien. Ok, bon, mais parfait.
Donc voilà, donc comme je disais, ne plus avoir peur de l'échec. Adopter, voilà. Donc ensuite, donc, on va parler, donc là, c'est justement, donc je pense que vous attendez tous, le fameux lâcher prise. Donc ce lâcher prise, beaucoup d'athlètes, etc., appellent ça, moi je parle en tant qu'athlète, mais ça peut être pareil, par exemple, pour un chef d'entreprise, ça peut être pareil pour un élève, ça peut être pareil dans plein de situations, pour un violoniste qui a peur, etc. Le flow, c'est vraiment la partie où on va lâcher prise, la partie où on va même plus se rendre compte en fait de ce qu'on fait. L'idée pour la représenter, très souvent, on le compare à quand on conduit, par exemple, on ne va pas réfléchir au fait de, par exemple, appuyer pour freiner. Ça va se faire automatiquement et on va même plus s'en rendre compte. Et donc ça, en fait, c'est un peu la version de flow. Donc c'est quand, par exemple, si je donne un autre exemple, quand je cuisine, par exemple, si je suis dans ma recette, eh ben, je vais remuer automatiquement. Ou quand je danse, par exemple, si je me laisse emporter par la musique, je vais danser toute seule et je ne vais pas me rendre compte. Je ne vais pas me dire, tiens, là, je vais lever le bras, faire ci. C'est vraiment un état où on part et on se retrouve complètement pris, en fait, dans ce lâcher-prise. Donc, hop. L'état mental, voilà, idéal pour répondre à un challenge précis. Donc, par exemple, vous avez besoin de lâcher prise, tout simplement lâcher prise le soir parce que, voilà, j'ai une journée chargée, je pense beaucoup trop. Ou, par exemple, lâcher prise à un moment précis. Par exemple, il faut que je me concentre pour remplir un papier, il faut que je me mette dedans et j'y arrive pas, j'ai pas envie. C'est vrai que souvent, quand on n'a pas envie de faire quelque chose, on n'arrive pas à se mettre dedans. Donc là, ça va être une recette pour réussir à se mettre dedans, pour être le plus efficace possible. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle voilà, mon état optimal ou idéal de performance. Donc tout de suite, on va ressentir un sentiment de joie spontanée, voire d'extase pendant l'activité. C'est l'objectif principal de la prépa mentale. Donc la recette, ça va être de gérer ses émotions, avoir les bonnes compétences et les utiliser au bon moment. Donc là, on va un peu décortiquer tout ça, parce que c'est vrai que ça fait un gros bloc. On se dit, c'est facile à dire, je gère mes émotions, j'ai les bonnes compétences et je les utilise au bon moment. Mais tout le monde n'a pas les clés pour savoir faire ça. Donc déjà, très souvent, pour réussir à faire ça, il faut se mettre dans une concentration intense sur le moment présent. C'est-à-dire qu'on se rend compte après qu'on était tellement concentré, tellement à vouloir la chose, que plus rien n'existait autour. On est comme ce qu'on appelle dans une bulle. Donc voilà, l'idée c'est déjà ça, c'est d'essayer de se mettre dans une concentration intense. Si on n'arrive pas, par exemple, j'ai un papier à remplir, j'ai pas du tout envie de le remplir, on peut se concentrer sur autre chose avant. Par exemple, prendre un livre, essayer de le lire, ou je sais pas, voilà, quand vous vous concentrez, si c'est les mathématiques, enfin si c'est les mathématiques qui vous intéressent, vous dire ok, je me fais un exercice de maths avant, et ça va vraiment permettre de mettre son cerveau en mode là tu dois te concentrer et là tu dois être voilà réactif, présent, etc. Ensuite, donc, on va avoir la disparition de la distance entre le sujet et l'objet. Donc ça va se faire inconsciemment. Hein. C'est toujours des étapes. Donc par exemple, bon, là, c'est toujours sur des exemples de sport, hein, parce que c'est de la prépa mentale pour les sportifs, mais ça peut être pareil au quotidien. Donc je ne faisais qu'un avec mon cheval ou le coupard. Donc la conscience de soi, on appelle ça, elle est diminuée. Donc voilà, j'avais la sensation de flotter, de ne pas être vraiment là. Donc c'est ce qui va arriver juste après la concentration intense. Et donc, grâce à ça, en fait, ce qu'il faut faire, c'est donc le laisser se faire. Très souvent, la personne va dire « Ah tiens, là, je suis concentrée, c'est dingue, ça va tout seul. » Et là, pouf, on fait éclater la bulle. On fait éclater justement ce flow. Donc, l'idée, en fait, c'est vraiment contrôler l'énergie donc, sur l'activité et de la situation. Rester concentré sur l'activité et la situation. Pas sortir de ça et se dire « Tiens, là, ça marche bien. Tiens, là, ça avance bien. Là, je suis bien concentrée. » Non, c'est vraiment le laisser faire seul. Rester ferme, donc, comme là écrit, hein, j'étais imbattable, je n'avais qu'à demander, ça se faisait. Donc là, voilà, on est vraiment sur des exemples sportifs, mais ce qu'il faut se dire, c'est que moi, par exemple, la personne qui me faisait ma préparation mentale, c'était une préparatrice mentale donc certifiée, et elle avait comme élève, elle avait le PDG, enfin le numéro 2 de chez Orange, elle avait donc des sportifs aussi, dans tous les sports, sport co, sport individuel. Elle avait aussi elle avait un violoniste qui justement, quand il était en représentation, des fois arrivait pas à gérer son stress et voilà, pouvait arriver à faire des fausses notes, etc., ou même à perdre ses compétences.
Donc voilà, c'est vraiment applicable à tous les domaines et c'est ça qu'il faut vraiment se dire. Donc une fois que ça se fait tout seul, on se rend compte qu'on a une perception, enfin, on se rend compte après qu'on a eu dans ce moment une perception du temps qui a été modifiée. Donc tout se fait en fait tout seul, le temps s'arrête. La seconde, voilà, comme ils disent, la seconde la plus longue de ma vie, je n'avais plus aucune notion de temps. C'est vraiment des moments en fait où on va se rendre compte qu'on peut sortir de soi et presque revoir tous les mouvements qu'on a fait, alors que ça va être dans une courte période de temps et qu'on n'est pas toujours conscient. Et pourtant, on va pouvoir se souvenir de tout. Donc, la motivation aussi pour l'activité est très importante. Donc, j'étais trop bien, voilà, c'était trop cool, le top du top, je ne suis jamais sentie aussi bien. Donc, ça, c'est des phrases que j'ai mis, voilà, que beaucoup de personnes vous diront quand ils ont testé, quand ils sont conscients justement de ce flow. C'est vraiment voilà, le ressenti qu'ont les personnes. Donc, c'est des phrases qu'on a entendues et qu'on entend toujours. Donc ensuite, analyse voilà, et adaptabilité immédiate. Donc, c'est tout s'enchaîner facilement, c'est ce que je savais ce que j'avais à faire. Et on se rend compte dans ces moments-là aussi qu'on a une prise de confiance. Donc, je ne pouvais pas échouer. Je me disais que c'était possible. Donc, c'est vraiment les choses principales, en fait, qui arrivent sur le flow. Et oui. Donc, c'est vraiment les choses principales, justement, qui caractérisent le flow. Et donc, pour se mettre dedans, voilà, c'est vraiment ça. C'est réussir à se concentrer d'un coup et à laisser faire ensuite les choses sans avoir notion du temps, sans laisser cette bulle éclater, sans se rendre compte que voilà, je suis plus dedans. C'est vraiment laisser faire. Et là, vous verrez que vous serez très productif et que tout d'un coup, on ne pensera plus à rien. Parce que vu qu'on sera dans l'action, on n'aura plus vraiment cette pensée qui arrivera. Et donc, pour justement atteindre cet objectif juste, enfin, pour atteindre pardon, cet objectif, il faut avant, au préalable, avoir défini un objectif qui est juste. Alors, je m'explique. En préparation mentale, l'objectif est très important. Si par exemple, je vais prendre pareil un autre exemple que le sport parce que ça peut plus vous parler, mais par exemple, je viens d'apprendre à lire. Voilà, je suis un enfant, je viens d'apprendre à lire. Et je veux tout de suite lire un très gros livre avec beaucoup, beaucoup de mots, etc. Ça va pas être un objectif juste. L'idée, c'est vraiment, voilà, et je vais pas réussir du coup à me mettre dedans. Je vais me positionner aussi peut-être en perdant, en gagnant, perdant, en perdant, perdant, etc. Alors que si au contraire, je me dis d'accord, quelles sont mes capacités? Donc je sais que je lis à peu près, voilà, je sais pas, 1000 mots, 2000 mots, un vocabulaire assez basique, etc. Donc j'en suis conscient et je le réalise. Donc je vais choisir un objectif qui est pareil à mon niveau, où je vais pas me dire je vais tout de suite ne pas y arriver. Donc je vais choisir par exemple un livre pour enfants adapté. Et donc je vais me dire ok, donc l'objectif par exemple ça va être de le terminer dans la journée. Donc c'est un objectif qui est juste, qui est réalisable et on va se positionner en gagnant-gagnant puisque je sais que je peux y arriver et je sais que le livre est adapté à moi. Et donc, quand on va se mettre justement dans cette lecture, on va se retrouver justement dans cet état de flow où on va commencer à se concentrer sur les mots et où ensuite ça va s'enchaîner tout seul sans avoir d'arrêt. Et donc, c'est vraiment ça qu'on essaye d'avoir en fait. Et c'est vraiment ça qui est l'objectif. Donc, l'objectif est très important dans la préparation mentale. Est-ce qu'il y a des... Oui, Oui, pardon, justement, j'allais t'interrompre. On a une question sur le chat. Une des Caroline demande, est-ce qu'avec la pratique, on peut faire le lit du flow dans son esprit est-ce qu'on peut le faire avec des routines, de la visualisation pour en faciliter l'émergence? Oui, alors justement. Donc, si je reviens justement sur le flow, s'il y a des personnes qui connaissent la méditation, beaucoup diront que ça ressemble un petit peu. Donc, la méditation, en fait, c'est le fait d'être en pleine conscience et d'essayer de pas laisser de pas... je sais pas comment l'expliquer, mais on va dire de pas laisser les pensées nous submerger. Donc, pour se mettre dans le flow, la méditation, tous les jours, enfin voilà, quotidiennement ou tous les 2 jours, si voilà, vraiment on n'arrive pas, c'est vraiment, vraiment un très bon outil, puisque ça permet en fait d'apprendre le lâcher prise. Et après, quand on entraîne, c'est comme pour les répétitions dont je parlais tout à l'heure, pour les compétences, quand on entraîne, forcément, ça vient plus facilement et ça reste plus longtemps. Donc, les techniques pour réussir à garder le flow, c'est vraiment s'entraîner à la méditation. Faire aussi des exercices. C'est sûr que si on ne travaille pas sa concentration aussi régulièrement, on n'y arrivera pas. Donc, c'est pareil. Voilà. S'il y a des personnes, par exemple, qui ne lisent jamais, qui ne se concentrent jamais sur rien, alors, je sais pas, j'ai pas forcément d'exemple, mais voilà. L'idée, c'est vraiment de s'entraîner à la concentration
Donc, de faire soit des jeux, des sudoku, des machins, soit la lecture, soit le travail. Hein. De toute façon, le travail peut être une source de concentration en fonction de ce que vous faites dans la vie. Donc, c'est vraiment réussir à s'entraîner à ça, à la concentration. Et après, à côté, la méditation va permettre, elle, au contraire, de savoir faire le vide. Et les deux combinés vont réussir à vous mettre justement dans cet état de flow. Donc, la méditation, ça peut être, il y a des exercices très simples si vous commencez. Donc, moi, par exemple, un exercice qui est bien pour les personnes qui ont du mal à se mettre dedans, c'est par exemple, je prends un raisin sec, une noix, je sais pas, une amande, etc., enfin un fruit sec, et je vais venir en fait le mettre dans ma main, et pendant les premières minutes, je vais venir voilà, juste le regarder, le décrire, les couleurs, les formes, etc., etc. Et ensuite, je vais venir commencer à le toucher, voilà, décrire pareil. Et je reste toujours concentrée sur la description de mon fruit sec. Donc, je vais venir voilà, là, il y a des petites bosses, là, il y a une pointe, etc. Et ensuite, je vais venir donc le sentir, là, pareil, décrire les odeurs, etc., etc. Le mettre dans ma bouche, décrire les sensations, décrire, voilà, là, par exemple, j'ai toujours cette pointe, j'ai toujours ci, j'ai toujours ça. Et en dernier, je vais venir du coup le manger et du coup dire le goût qu'il a. Et en fait, on ne se rend pas compte, mais en ayant fait ça, alors je pense que peut-être des personnes connaissaient déjà cet exercice, mais en ayant fait ça, on a déjà médité, allez, on va dire 3-4 minutes, sans s'en rendre compte, en restant en fait concentré sur son fruit sec et en le décrivant, ça permet de d'arrêter en fait le flot de pensée et du coup de se concentrer sur une seule chose. Et ça, c'est vraiment, si on le fait tous les jours cet exercice, on arrive à progresser et du coup à avoir ce qu'on dit, hein, le flow, etc. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le flow, justement? Enfin, déjà, est-ce que j'ai bien répondu à la question? Ou est-ce qu'il y a d'autres... Pas d'autres questions pour l'instant. Ok. Donc là... Alors, attends. Oui. Ici, excuse-moi, une question Non, vient d'arriver. Est-ce que c'est ce que tu mobilises quand tu es sur le pas de tir? Oui, alors, donc pour certains, donc pour les autres, on n'a pas forcément vu, mais c'est vrai, donc moi, donc, comme j'ai dit, je suis tireuse au pistolet. Et donc, sur le pas de tir, en fait, on essaye, donc n'importe quel sportif, quelle que soit la longueur, on va dire, de son temps de pratique. Par exemple, on va prendre un match de foot, ça va être 90 minutes. On va prendre le tir, moi, par exemple, j'ai 1h15 de match. Et après, j'ai une demi-heure de finale, si je rentre en finale. Il va y avoir des sportifs, ça va être beaucoup plus court, ça va être un effort très succinct. Par exemple, la course, ça va être pendant 1 minute, si je fais un 500 mètres, je ne connais pas du tout les temps, mais voilà. Et donc, tous les sportifs, en fait, essayent de travailler justement leur flow. Et c'est le flow qui va permettre, par rapport aux autres, de se démarquer en termes de performance. Et donc, tous les sportifs vont essayer. Le but d'un sportif, c'est de réussir à le travailler pour qu'il dure le plus longtemps possible. Et donc, ça, on va venir le travailler à l'entraînement. Donc, comme j'ai dit, avec donc, de la méditation et avec aussi des phases de concentration intense, mais aussi sur les matchs, on va dire, moins importants, où le but, en fait, ça va être de quand on rentre dedans, on s'en rend pas compte, mais plus ça va, plus on s'entraîne, et plus ce flow va être long. Et les meilleurs des meilleurs réussissent à avoir ce flow, peuvent avoir pendant une demi-heure, trois quarts d'heure. Et c'est ça, en fait, qui va permettre vraiment comment dire, d'avoir la meilleure performance et de performer. Parce qu'on ne se rend pas compte, et par exemple, si je prends au niveau du tir, nous, donc, on a le résultat qui s'affiche au fur et à mesure qu'on va tirer. Et par exemple, si je vais tirer plusieurs 10 d'affilée, si je suis en état de pleine conscience, ben, je vais me rendre compte et je vais me dire, ah, je tire bien et tout. Et c'est là que les mauvaises questions peuvent arriver. Par exemple, oh là là, j'espère que je vais pas faire une merde, ou oh là là, ça fait quand même beaucoup, c'est pas dans mon niveau, ou oh là là, c'est impressionnant, je l'ai jamais fait, etc. La peur peut arriver, les questionnements, etc., la négativité. Au contraire, si je suis dans le flow, c'est-à-dire que je vais faire du 10 et je vais pas m'en rendre compte. Et je vais enchaîner, je vais enchaîner, je vais enchaîner, sans en fait avoir les pensées négatives justement qui arrivent et qui font que on va tirer un mauvais plan. Et pour ceux qui ont regardé la finale que j'avais envoyée du coup sur Mensa Pointe-Charentes, du coup, c'est vraiment ce que j'ai utilisé. Et en fait, pour réussir moi à rester là-dedans, j'ai une technique. Donc après, chacun peut trouver des petites choses qui l'aident. Mais moi, quand je sens que je commence justement à partir un peu, à être dans ce temps à part, moi, je bois beaucoup d'eau. Donc, en fait, ça me permet de rester, en fait, consciente, on va dire, sans vraiment penser. Donc, je vais tout le temps être en train de boire, je vais faire mon action et hop, je vais boire. Je vais faire mon action et hop, je vais boire.
Et en fait, le fait de boire me libère un peu l'esprit et me permet de rester dans cet état de concentration. Il y en a d'autres. Par exemple, si tout le monde connaît Neymar, le footballeur, lui, par exemple, pour se mettre dans son état de flow et pour y rester, il a besoin de se frotter les genoux. Je crois que c'est 4 ou 5 fois. Enfin, c'est un chiffre très précis. Rafael Nadal, lui, il fera rebondir sa balle, je crois que c'est 8 fois avant le service. Et à chaque fois, et chaque sportif va avoir en fait son petit truc qui permet de se mettre dedans. Moi, j'ai un ami, par exemple, qui est au potentiel aussi, et lui, quand il va travailler, il n'arrive pas à se mettre dedans. Et lui, son truc, c'est il dessine un point noir sur une feuille et il va le fixer pendant 1 minute. Et il sait qu'après, pouf, ça le met tout de suite dans sa bulle. Donc, c'est vraiment des petits tips, un peu des petites aides à trouver et à réussir à appliquer après. En fait, ce qu'il faut, c'est trouver ce qui nous convient par rapport à se connaître. Donc, c'est toujours ce qu'on parlait, hein, l'état des consciences, etc. Et ensuite, de pouvoir l'appliquer pour se mettre dans cet état. Donc, voilà. Merci beaucoup. Nicolas demande si tu utilises des exercices de respiration. Alors, il y a différentes respirations qui existent donc pour la préparation mentale. Donc, il y a celui quand on est stressé, c'est la respiration ventrale. Donc, la respiration ventrale, en fait, le but, c'est d'expirer le double du temps qu'on a inspiré. Donc, par exemple, si j'ai inspiré avec mon ventre, hein, donc c'est pas je monte les épaules, non, c'est vraiment, je mets la main sur le ventre et quand j'inspire, je veux voir le ventre qui se gonfle et quand j'expire, le ventre qui se creuse. Et en fait, l'idée, c'est si j'inspire 3 secondes, je vais expirer au moins 6 secondes. Au moins 6 secondes. C'est au moins le double de l'inspiration. Donc ça, c'est quelque chose pour le stress et la concentration qui est très efficace. Donc en général, ce qu'on dit, donc, c'est la cohérence cardiaque et on va dire de le faire au moins 5 minutes si on est stressé. Enfin, allez, 2-3 minutes déjà, c'est bien. Mais vraiment, si on veut vraiment être complètement déstressé, c'est 5 minutes où on va se mettre à un rythme toujours le même. Donc, par exemple, je vais me régler sur 4 secondes d'inspiration, 8 secondes d'expiration. Hop, je vais allumer un chrono et je vais le faire pendant 4 secondes, 8 secondes, pendant le temps qu'on dit. La deuxième chose, la deuxième respiration qui peut être utile, c'est quand on est un peu fatigué, démotivé, etc. C'est ce qu'on appelle la respiration. Je n'ai plus exactement le nom, mais c'est une respiration activante. Je cherchais le mot. Et là, je vais venir prendre un énorme bol d'air, bloquer et relâcher par petites bouts. C'est-à-dire que je vais faire. Alors, c'est un peu moche, on va pas se l'avouer, mais c'est vraiment, ça permet en fait de réactiver un peu le cerveau, de réoxygéner tout ça, se réveiller. Et c'est une bonne technique aussi pour se mettre dans quelque chose qui va être utile. Donc après, si je prends la respiration, si je reviens sur la respiration ventrale, l'intérêt de la respiration ventrale, c'est aussi quand on est. Alors, il y a des moments, par exemple, dans la vie où on va être pas très bien mentalement, etc., un peu déprimé, etc. Mais vraiment une très bonne technique, un peu stressé tout le temps. Quand on est un peu stressé tout le temps, qu'on a par exemple des choses à rendre pour le travail ou des problèmes, etc. La respiration ventrale, si on en fait 5 minutes matin, midi et soir, donc à peu près espacé de 6 heures, l'idée, ça serait ça. En fait, les 5 minutes de préparation mentale vont avoir un effet sur le cardiaque, enfin sur le cardio, pendant 6 heures. Donc, ça va réguler le cœur, réguler les battements du cœur et calmer en fait les battements du cœur pendant 6 heures. Et donc, dans les périodes où on n'est pas bien, donc pour les sportifs, c'est même conseillé de le faire tous les jours, 3 fois 5 minutes. Mais dans les périodes, sinon, où vraiment on n'est pas bien, c'est une très bonne solution, c'est de faire 5 minutes le matin, 5 minutes le midi, 5 minutes le soir de cohérence cardiaque. Donc pour ça, il y a des applications qui existent où par exemple, je vois ma bulle qui monte quand j'inspire, ma bulle qui descend quand j'expire. Il suffit de mettre juste cohérence cardiaque et il y a plein d'applications qui sont très bien, qui existent. Et vraiment, ça va venir améliorer sa santé, améliorer son rythme cardiaque et donc déstresser la personne. Moi, par exemple, là, si je parle de mon expérience personnelle, donc moi, je faisais de la préparation mentale avec quelqu'un qui était pas basé là où j'habitais, donc on était en distanciel. Mais quelquefois, j'allais dans son bureau. Et un jour, justement, elle avait un capteur du rythme cardiaque. Donc, on voyait que mon rythme cardiaque n'était pas forcément très beau. Voilà, il y avait des pics de stress, etc. Je l'ai porté pendant un petit moment.
Et elle m'a justement dit, fais un peu de respiration ventrale. Et donc, j'en ai fait pendant 2 minutes. Et vraiment, je mens pas, etc. C'était vraiment impressionnant. C'est que les pics non, je sais pas comment on appelle ça, je dirais les pics cardiaques, désolé pour les personnes qui sont dans le médical, mais étaient vraiment hyper réguliers et c'était vraiment impressionnant. Ça faisait vraiment des belles courbes. Il n'y avait jamais de pic d'un coup de stress ou complètement de pic où le cœur s'arrête un peu, enfin pas s'arrête, mais voilà, où va beaucoup moins marcher, etc. C'était vraiment très, très régulier et vraiment très linéaire. Donc, c'est vraiment la respiration, quelque chose de très important et qui permet voilà, toutes les choses que j'ai dit. Alors, on a quelques questions, enfin Oui. alors, pour tout à l'heure, c'était Pierre Hugo qui disait, qui te demandait si c'était un ancrage, tu sais, le fait de fixer un point ou d'avoir des choses comme ça pour faire venir le flow, je crois. Alors, ouais, pas de souci. Bah, déjà, je vais répondre à celle-là, sauf si Ouais. tu n'as pas fini de la lire. Vas-y, je t'en prie, vas-y. Alors, donc le point d'ancrage, c'est quelque chose qui est complètement différent. Là, ça requiert donc de l'hypnose. Donc le point d'ancrage, ça va être par exemple, je sais pas moi, quand, euh, quand je vais voir la couleur bleue ou quand je vais toucher mon pouce, par exemple, eh ben, je vais avoir un excès de confiance. Donc ça, c'est de l'hypnose. Ça se travaille par l'hypnose et c'est différent en fait par exemple, le point noir de concentration. Le point noir de concentration, ça va être plus une technique pour se mettre en condition de concentration, alors que le point d'ancrage, ça va être plutôt un endroit de mon corps, une couleur que je vais voir, qui vont, quand je la touche ou quand je la vois, me mettre dans un état d'esprit. Mais ça requiert avant de l'hypnose, un hypnothérapeute qui va dire, par exemple, quand tu verras la couleur rouge, tu auras beaucoup moins peur. Ou quand tu toucheras ton genou, tu sentiras que tu auras confiance en toi et que tout est réalisable. Enfin voilà, ça va être plus ça la différence avec le point d'ancrage. Mais on ne peut pas du coup le faire seul, sauf si on sait s'auto-hypnotiser. Je sais qu'il y a des personnes, mais c'est plus compliqué de le faire seul. Ah, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Allô? Ouais, Ah oui, c'est bon. attends. On a, donc Thierry, Thierry Marchand qui est dans le chat, hein, tu peux le lire aussi. Ça m'a fait tilter. J'ai une clé similaire pour rentrer dans mon flow. M'asseoir sur une chaise, pencher en arrière, main sur la nuque en regardant le plafond, cela me permet de replonger dans quelque chose de compliqué en faisant abstraction du reste. Oui, ben voilà. Quelqu'un te demande. Ouais. Très souvent, pour rebondir là sur ce qu'a dit Thierry, très souvent on ne s'en rend pas compte, mais on a aussi développé nous-mêmes, seuls chez nous, quand on est habitué, etc., on a débloqué des techniques sans s'en rendre compte pour se remettre à se concentrer. Ou même les enfants le font, mais c'est plus inconscient. Et du coup, quand on est dans une situation de stress, quand on est vraiment très mal, on ne va pas forcément être conscient que ça peut nous aider. Le fait de la préparation mentale, ça va permettre de mettre en conscience les choses qui nous aident. Donc, voilà. Là, par exemple, Thierry, maintenant, il saura que quand il est dans une situation difficile, il peut faire ça, ça peut l'aider. Que des fois, il n'a pas forcément l'automatisme, ne va pas venir à chaque fois. Là, ça pourra venir plus à chaque fois. Vas-y, dis-moi ensuite. Après, on a dit le terme, c'est cohérence cardiaque, mais je crois que tu l'as dit déjà tout à l'heure, c'est le fait de respirer, voilà. C'est ça, oui, le terme, c'est cohérence cardiaque. Ouais. Et Pierre Hugo qui te dit, alors comme c'est un petit peu en décalé, je suppose que c'est la respiration dont tu parlais, hein, Pierre Hugo, il dit qu'il fait ça 3 fois par jour, tous les jours, et que ça change tout, effectivement. Oui, ben voilà. Mais vraiment, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Et on ne pense pas que ça peut autant aider. Et en fait, si. Ouais, c'est ça, moi j'ai presque envie d'essayer là, parce que c'est quand on entend dire que ça change tout, c'est vachement tentant. Non, mais c'est ça. Et Thierry, en fait, il faut réussir à se motiver, mais le fait de se motiver et de réussir. Mais c'est vrai que l'application, enfin moi, là, je ne sais pas si on voit, mais moi j'ai une application qui est bien pour ça, donc qui s'appelle donc Respire Relax. Et en fait, c'est une bulle. Alors, je vais vous montrer. Ça veut charger. C'est Respire Relax Plus, ça s'appelle. Voilà. Et en fait, donc on va venir régler. Hop, je vais le mettre. Je sais pas si on voit. On voit pas, non, on voit juste un écran blanc là. Alors, si j'enlève l'arrière-plan. Hop.
Ouais, voilà. Là, j'ai l'impression qu'on voit un peu plus. Et On voilà. voit. Et donc, en fait, c'est une bulle qui va venir monter. Donc, on va régler le temps qu'on veut d'inspiration, le temps qu'on veut d'expiration et le temps où on veut le faire. Et en fait, c'est quand la bulle monte, on inspire, et quand la bulle descend, on expire. Et donc, c'est vraiment bien. Et ça permet, moi, je sais que sinon, j'arrive pas à me canaliser. Et c'est vraiment un truc qui permet de se canaliser. Ouais. Tu dis, ça s'appelle comment? Respi, relax, c'est ça? Respi Relax Plus. Donc, R-E-S-P-I. P-I-R-E-L-A-X, tout attaché, plus. Ouais, Respi Relax. Plus, je le note dans le chat. Ouais, pour ceux qui me le... C'est le signe plus, hein, c'est ça? C'est ça. Ok, ça marche. Merci Pierre Hugo, ouais, parce que j'avais pas vu que tu voilà, l'avais écrit. les termes, c'est ça, Merci les termes Ambre Alva qui a créé ça. Ouais. Voilà, et Thierry nous dit, je savais que ça m'aidait, mais je ne savais pas que c'était ça. Avec un petit sourire. Et Barbara ajoute, effectivement, mettre en conscience les choses qui nous aident, c'est très, très bien dit, et elle se le note. Bah, mais c'est vrai que c'est super, elle aime vraiment bien. Ouais, merci beaucoup. Bah, je suis donc là, contente, je sais, comme tu as arrêté ton partage d'écran. Ouais. Oui, parce que j'avais fini. Tu as arrêté ton partage d'écran? Oui, j'avais fini mon power. Voilà. Ok. Donc, ceux qui veulent échanger maintenant directement avec Ambre, on n'est pas très nombreux. Je pense que chacun peut essayer de... Vous pouvez reprendre... Oui, n'hésitez pas. Désactiver vos... Réactiver, pardon, vos micros. Didier, si tu es là, peut-être qu'on peut arrêter l'enregistrement et puis on va passer aux questions, questions diverses pour ceux qui veulent. C'est bon? D'accord. Merci. Et